Mes soldats, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je ne vais pas vous apprendre des trucs ou vous amener des solutions, parce que je suis comme vous, j'ai pas toujours toutes les solutions, ni la science infuse encore moins, et que je me pose des questions aujourd'hui, et que je laisse place dans ma tête à des raisonnements, des pensées et des interrogations que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais qu'on prenne un peu de temps ensemble pour réfléchir à une situation qui est préoccupante. Vous savez que j'adore pousser des coups de gueule, mais généralement quand je le fais, c'est qu'il y a des choses importantes que j'ai besoin et envie de partager avec vous. J'aimerais qu'aujourd'hui, on se penche sur un truc capital dans nos vies. Pas forcément capital à cause de son importance, mais la réalité, c'est que ça occupe dans nos vies aujourd'hui une place centrale et malheureusement incontournable. Je pense que vous savez parfaitement de quoi il s'agit. Ce truc, c'est ça, votre téléphone ou votre smartphone plus exactement, parce que la nuance est importante et que malheureusement l'évolution de la technologie qui nous a amené à passer de ça potentiellement à ça, a probablement, à mon sens, et c'est ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, fait plus de mal que de bien. Alors je me souviens d'avoir fait une dissertation en classe de 3e sur les avantages et les inconvénients du téléphone portable, alors même que j'avais absolument pas de téléphone portable à l'époque, parce que j'ai eu mon premier téléphone portable extrêmement tard, volontairement, parce que je commençais à voir tous mes potes en classe, en seconde et en première, avec leur téléphone, à échanger des textos, à faire des trucs. À l'époque, il n'y avait ni Instagram, ni même Facebook, parce que je vous parle de ça, c'était en 2004, mais je commençais à voir que ça prenait pas mal de leur attention et qu'ils passaient pas mal de temps à l'époque sur leur Nokia 3310 ou peut-être même sur leur Blackberry. Je suis pas sûr que les Blackberry existaient, mais bon bref. Et du coup j'avais dit à mes parents qui me demandaient si je voulais un téléphone portable parce que ce serait pratique pour me joindre, pour pouvoir organiser mes rendez-vous avec mes potes, eux-mêmes avec moi pour pouvoir aller me chercher au judo, à l'école, etc. Et je leur dis non, je veux surtout pas de portable parce que j'ai l'impression que j'en ai pas besoin maintenant dans ma vie et que quand je vais en avoir un, je vais plus pouvoir m'en passer. Et donc j'ai repoussé l'acquisition d'un téléphone portable le plus longtemps possible, jusqu'à mes 16 ans, en classe de première. Et petit à petit, ce qui devait arriver malheureusement arriva. Et comme vous pouvez très certainement le constater dans vos vies, à vous également, je pense que je peux dire maintenant en toute objectivité que je suis devenu complètement accro à mon téléphone. C'est difficile pour moi de l'avouer parce que je considère pas avoir d'addiction. J'ai jamais été un geek, j'ai jamais été à fond sur les jeux vidéo, j'ai jamais été addict à la drogue, à l'alcool, au tabac, à la nicotine, à n'importe quelle forme de comportement ou de consommation que ce soit. Et je pense pourtant aujourd'hui devoir dire, plutôt que pouvoir dire, que je suis addict, donc accro à l'utilisation de mon téléphone portable et de mon smartphone. Alors les dérives de l'utilisation du smartphone, de l'omniprésence dans nos vies du smartphone, vous les connaissez probablement. Je vais pas vous faire un tableau des points positifs et des points négatifs, mais il y a quand même des points qui appellent énormément à la réflexion et qui, mine de rien, clignotent devant les yeux grands ouverts de ma conscience et me laissent à penser qu'on fait probablement tous, parce qu'on ne fait tous pas les choses comme il faudrait. Au titre des dérives notamment, mon petit frère m'a raconté hier une histoire rapide que j'aimerais partager avec vous. Il a des potes qui sont pompiers de Paris et qui sont évidemment toujours en intervention dans Paris pour aller sauver les gens. Et il m'a raconté qu'il était intervenu sur une intervention où par hasard il est tombé sur des amis à lui qui étaient en train de réaliser un massage cardiaque par terre en plein Paris sur un homme d'un certain âge qui était évidemment inconscient parce qu'il était en train de faire un arrêt cardiaque. Et donc les pompiers étaient en train de masser la personne qui était au sol et en fait ils n'arrivaient pas à faire leur travail et à ranimer la personne, non pas parce que le massage cardiaque et les insufflations c'est difficile et que c'est technique, c'est certes le cas, mais c'est leur métier, ils sont habitués à ça, mais parce que les gens étaient scotchés autour de la zone de l'intervention et étaient comme ça, en train de filmer les pompiers à 20 cm de leur visage et du visage de la victime, empêchant potentiellement la victime de reprendre ses esprits, de re-respirer et surtout les pompiers de faire leur travail, tout simplement parce qu'ils étaient complètement obnubilés par la scène et que le seul réflexe humain
qui est apparemment celui des gens et peut-être le nôtre, je sais pas si j'aurais fait pareil, je pense pas, mais c'est de tout simplement scotcher son téléphone comme ça dans la tête des gens et de filmer ce qui se passe. J'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Black Mirror en permanence et de constater malgré moi les dérives d'un comportement qui était censé améliorer la qualité de nos vies auparavant et qui maintenant la détériore. La question c'est plus dans quel monde on vit, c'est dans quel degré d'inhumanité les technologies qui étaient censées améliorer la marche de notre quotidien nous ont plongé petit à petit et sans qu'on s'en rende compte. J'allais vous dire que ça c'est un cas extrême, mais en fait c'est un cas extrêmement banal. Quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque et professionnels de santé, le SAMU ou les pompiers qui interviennent, bah malheureusement ça fait partie du quotidien. Mais que des gens puissent avoir l'idée même ou le réflexe, puisqu'apparemment ils maîtrisaient même plus ce qu'ils étaient en train de faire, parce que quand les pompiers se sont mis à leur gueuler dessus de dégager et qu'ils ont été complètement abasourdis en mode ah bah qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah bah oui c'est vrai, c'est peut-être pas un réflexe normal et humain. Ah bah oui on va peut-être ranger nos téléphones. C'est que ça ne vient même plus à l'esprit et à la conscience des gens que le comportement qu'ils adaptent via leur téléphone est absolument inapproprié. Donc sans parler de ce genre de cas extrême ou pas, j'en sais rien, je l'espère, mais malheureusement j'ai l'impression que ça se banalise. Il y a dans notre vie quotidienne et dans la mienne, et c'est pour ça que j'ai envie de vous en faire part, des dérives et des problèmes liés à l'utilisation et à la présence de mon téléphone et de mon smartphone dans l'ensemble de mes activités, de mes moments et de mes lieux de vie qui foutent la merde dans tous les sens. Déjà primo, je sais pas vous, mais quand j'étais au lycée ou en prépa, en toute modestie, mes capacités cérébrales et mon fonctionnement cognitif fonctionnaient à plein régime. J'étais une flèche. J'apprenais vite, je comprenais vite, j'étais capable d'emmagasiner énormément d'informations, probablement parce que j'étais très stimulé de cette façon-là en étant en prépa et qu'on m'en demandait beaucoup et que le cerveau s'adaptant et étant extrêmement plastique, plus on lui en demande, plus il est capable de process d'informations, d'en gérer, d'en manipuler et d'en retenir, donc c'est facile. Et n'étant plus dans cette démarche d'apprentissage intensif, peut-être qu'on perd l'habitude de cette gymnastique, mais la vérité, c'est qu'en prépa, j'avais un Nokia 3310, j'avais pas de smartphone, j'avais pas d'application, j'avais pas de réseaux sociaux et j'avais pas toute cette déconcentration perpétuelle et constante qui occupait littéralement en permanence mon esprit et m'empêchait de me concentrer sur les tâches qui étaient importantes à l'époque, c'est-à-dire mon apprentissage notamment scolaire. Et depuis que ce smartphone s'est frayé un chemin dans ma vie et finalement s'est imposé à moi, je me rends compte que l'ensemble de mes capacités et de ce qui faisait l'intérêt peut-être de ma personne il y a 10 ans, sont plus qu'elles étaient. Ma mémoire, par exemple, se met à défaillir sévèrement. Je suis incapable de me rappeler, à moins d'un effort soutenu, de ce que j'ai mangé le soir ou au dîner il y a 3 jours. Je suis parfois pas capable de me souvenir avec quelle personne j'ai vu un film, ou j'entame une conversation sur une anecdote que je pensais avoir partagée avec quelqu'un et en fait je me dis au milieu de la conversation « Ah mais merde, j'étais pas avec toi », ce qui est extrêmement désagréable pour les personnes avec qui je suis en train de parler. Ma capacité de concentration aussi, alors que j'étais capable de rester assis dans une salle de classe pendant 4 heures à écouter un prof agrégé de sociologie me parler de Durkheim, de l'utilitarisme, etc. Maintenant, j'ai du mal à regarder un épisode d'une série Netflix de 26 minutes ou de 52 minutes sans avoir envie de faire autre chose, de regarder mon portable parce que je m'ennuie un petit peu, parce que j'ai une notification, j'ai un truc qui s'est mis à vibrer, il se passe un truc, oh là là, il faut que je fasse autre chose. C'est pas normal. Globalement, alors c'est une sensation diffuse qui se vérifie pas dans chaque situation de la vie, j'ai quand même des capacités et des savoir-faire qui se sont aiguisés et améliorés avec le temps, mais j'ai l'impression parfois de devenir débile. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de voir mon frère et ma sœur, on a fait après manger des petits jeux de société, des petits jeux de logique. Mon cerveau ne fonctionne plus. Alors que j'étais une flèche quand j'étais petit, j'avais l'impression d'être un caméléon, de pouvoir tout faire, tout apprendre, de manipuler 5 langues de façon extrêmement aisée, etc. Maintenant, j'ai l'impression d'être couvert constamment d'une espèce de peau de mélasse qui englue mon cerveau et qui m'empêche de faire des connexions cérébrales efficaces ou d'avoir un jeu synaptique qui me permet de comprendre et d'imprimer rapidement. Je fais les choses cérébralement au ralenti. Il y a une autre dérive causée par l'omniprésence de notre smartphone dans nos vies et notamment des réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo là-dessus en 2017 qui s'appelait « Arrêtez de vous comparer aux autres ». Le fait d'avoir constamment ces réseaux sociaux sous les yeux, notamment Instagram, ce qui est dans mon cas et pour moi un des plus gros fléaux qui soit, vous expose constamment à des physiques
des gens et des vies qui sont meilleurs que les vôtres ou que ceux de vos proches ou de ceux que vous avez à disposition. Et forcément, à force de voir des filles hyper belles ou des mecs hyper musclés ou des voitures flambant neuves ou des super montres ou des villas de rêve, bah on en vient à moins apprécier son ou sa partenaire, son physique, son chien, ses gosses ou sa vie, et à penser qu'on a un physique de merde, une vie de merde et que forcément bah, l'herbe est plus verte dans le pré d'à côté. Encore une fois, je le disais cette fois-ci en 2018 de mémoire dans une vidéo que j'ai faite sur le naturel à l'heure des réseaux sociaux, mais je suis encore convaincu que cette comparaison perpétuelle au physique des autres, notamment via l'exposition aux réseaux sociaux, est une des raisons principales pour laquelle les utilisateurs de stéroïdes androgènes anabolisants décident de passer du côté obscur. Parce que les réseaux, et leurs téléphones notamment, leur imposent constamment la comparaison douloureuse à des physiques totalement irréalistes naturellement, mais qu'ils acceptent petit à petit comme une norme à cause des œillères que la technologie leur pose petit à petit. Il se trouve qu'au sein de notre équipe de chercheurs bayésiens, on a également des médecins, chirurgiens, et tenez-vous bien, il se trouve que depuis le début des opérations mondiales de confinement, le nombre d'opérations de chirurgie esthétique pour des augmentations mammaires est en augmentation croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens, et en l'occurrence les femmes, qui sont chez eux et qui travaillent pas, et qui ont donc plus de temps à consacrer à la consultation des réseaux sociaux, et qui restent la journée scotchés à leur putain de téléphone portable, sont imprégnées de telle façon par la vie et la poitrine notamment des autres femmes, qu'elles en viennent à culpabiliser, à considérer leur poitrine comme moins attractive ou moins intéressante, et à vouloir davantage la modifier ou se la faire refaire. Qu'est-ce qui se passe là? Autre dérive s'il en est, j'ai l'impression que à un autre niveau, j'ai basculé dans le travers des gens dont je ne comprenais pas le fonctionnement il y a une dizaine d'années, qui passaient leur temps à gossiper, à parler de stars, de la télé-réalité, de gens, des émissions dont on n'a rien à foutre et qui pour moi était une aberration et une perte de temps monumentale. Vous connaissez l'expression qu'on doit, je crois, à Eleanor Roosevelt qui dit « Great minds discuss ideas, average minds discuss events and small minds discuss people », quelque chose comme ça. En gros, les petits esprits parlent des gens et se préoccupent des gens et de la vie des autres, de façon très prosaïque. Les esprits moyens parlent des événements et les grands esprits parlent des idées. Quand était-ce la dernière fois que vous avez une conversation longue, durable, enrichissante et profonde avec des amis ou des membres de votre famille sur des idées, sur des concepts, et pas sur des événements, pas sur des décisions, pas sur des gens, sur des idées, sur des sensations de la vie, sur des concepts importants? Quand? Ça se fait de plus en plus rare. Pourquoi? À mon sens, parce qu'on est orienté à passer du temps dans nos journées à consulter la vie des autres et qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je fais dans mes stories et qu'est-ce que je montre et qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que j'achète comme nouvelle paire de chaussures. On s'en branle. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à s'intéresser à ça? Parce que ça éveille une curiosité malsaine en nous, une espèce de voyeurisme qui fait qu'on aime bien voir ce que font les autres. Et parfois des gens qu'on déteste. Mais par curiosité, on est là, ah mais qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il va ce con en vacances? Ah, il fait ça de sa vie. Comme si on avait l'impression de manquer quelque chose parce qu'un Pékin, je sais pas où, qu'on connaît pas et avec qui on n'a absolument aucun lien, fait des trucs qu'on a un peu envie de comprendre ou de voir ou au moins de savoir ce qui se passe. On s'en fout. Mais pourquoi est-ce qu'on continue à devoir consulter et à bouffer toute la journée ce genre de story? Parce que ce genre de production de contenu éveille en nous une espèce de besoin naturel et de sentiments un peu voyeuristes comme ça qui nous poussent à devoir voir ce que fait le voisin ou le mec qui est à l'autre bout de la planète avec lequel on n'a aucun lien et qu'on ne connaît absolument pas, mais savoir où est-ce qu'il va en vacances et ce qu'il met comme marque de jean. On s'en bat les couilles. Une autre dérive de la vie quotidienne, je sais pas si ça vous le fait, mais j'ai l'impression que l'utilisation du téléphone portable dénature l'ensemble des bons et des grands moments qu'on passe avec ses amis ou avec sa famille. Combien de fois dans un dîner important ou un déjeuner de famille qui se passe bien ou un moment avec des potes où vous kiffez, où les choses sont cool, il va y avoir un petit moment de retombée de l'attention, un petit moment où les échanges, où la discussion arrive naturellement à son terme, où on en vient à une sorte d'accord, où on arrête de débattre et où les choses s'aplanissent un petit peu. Et il y a un petit moment de creux, un petit moment de battement, un ange passe, et à ce moment-là, plutôt que d'avoir une espèce de rire gêné, d'enchaîner sur quelque chose, ou de basculer sur un autre sujet, ou éventuellement d'apprécier le silence et de maturer les idées qu'on vient d'échanger tous ensemble,
À ce moment-là, les gens sortent leur téléphone portable et commencent machinalement à aller sur Instagram et à consulter leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe? On est incapable de vivre nos vies sans l'intermédiaire de cette espèce de béquille numérique. Alors j'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont éduqués de façon assez traditionnelle et du coup, la règle du pas de portable à table, elle est encore valable. Et quand j'ai la chance de pouvoir aller voir mes parents déjeuner ou dîner avec eux, c'est impossible. Pas de téléphone à table. Et mine de rien, il se trouve que c'est pendant ce genre de dîner qu'on a les meilleures conversations, qu'on se remémore avec le plus de vivacité, de précision et de profondeur les souvenirs de notre enfance ou les trucs agréables, ou qu'on arrive à avoir des fous rires authentiques, des vrais moments de partage et des vrais moments de plaisir, tout simplement parce que nous n'utilisons pas nos téléphones portables qui sont censés nous améliorer la vie, nous la rendre beaucoup plus agréable. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué quand vous êtes sur votre téléphone portable à quel point vous êtes sans cesse happé, sans cesse tiré doucement mais sûrement vers une espèce de réalité virtuelle qui est au creux de votre main et que le monde autour de vous disparaît dans une espèce de brume indifférenciable et que les gens autour de vous prennent moins d'importance et que les événements et ce qui se passe autour de vous adoptent une espèce de réalité seconde. Quand les gens vous parlent, vous voyez le temps que vous mettez à réagir, à lever la tête de votre portable, à vous extirper de ce qui se passe au creux de votre main et à reprendre contact avec la réalité. Parler avec quelqu'un qui est sur son téléphone portable, c'est hyper désagréable. Et pourtant, quand on le fait, on a cette espèce de sensation que ce qui est dans le creux de notre main est plus intéressant que ce que nous disent les gens ou ce qui se passe dans la rue autour de nous. C'est extrêmement grave. C'est grave et c'est dangereux. Quand j'étais jeune, j'étais super influencé et de façon positive, je crois, par le caméléon, par des héros de cinéma comme Jason Bourne, comme James Bond, où j'étais hyper vigilant, hyper alerte et je marchais dans la rue, j'étais capable de mémoriser les plaques d'immatriculation des voitures qui passaient à côté de moi, de reconnaître des particularités physiques des gens que je croisais, des comportements un peu suspects, des gens qui se mettaient à marcher bizarrement ou qui commençaient à être agressifs avec les gens autour d'eux, etc. J'étais extrêmement vigilant et j'étais capable, s'il y avait une agression, de décrire les agresseurs, de démêler le vrai du faux, de voir ce qui se passait. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone portable, les gens manquent de se faire écraser. Moi je suis en scooter dans Paris, mais le nombre de fois en une journée où je manque de taper un piéton parce que le mec est traversé au rouge sans s'en rendre compte parce qu'il était sur son téléphone portable et qu'au moment où vous arrivez à sa hauteur, il se dit oh que se passe-t-il, parce qu'il reprend contact avec la réalité comme un coup de poing dans la gueule parce qu'il était en train de mater une vidéo YouTube ou un boule sur Instagram. C'est absolument aberrant. On est au mois de novembre et malheureusement le calendrier vient de marquer les 5 ans de la terrible attaque terroriste multiple du 13 novembre 2015. Imaginez, vous êtes à la terrasse de la Belle Équipe, en train d'avoir une conversation avec des amis et là vous êtes vigilant à votre environnement, vous voyez un peu ce qui se passe et vous voyez une voiture qui arrive pleine balle et des mecs un peu louches qui sortent à une 50aine de mètres de vous et là vous voyez qu'ils sont armés. Peut-être que potentiellement vous avez le temps de vous barrer en courant et d'échapper à une tuerie de masse. Vous le faites aujourd'hui. À l'inverse, vous êtes sur votre téléphone portable en train de mater une vidéo, peut-être avec des écouteurs, ou alors vous êtes en train de regarder Instagram et de répondre à des commentaires, etc. Et vous vous rendez compte que vous êtes en train de subir une attaque terroriste au moment où vous prenez une balle de Kalachnikov ou que la terrasse se fait mitrailler. La différence, ça peut être ça. Sans parler de circonstances aussi catastrophiques, mais néanmoins extrêmement préoccupantes, le smartphone s'est introduit et insinué petit à petit dans nos vies, au point même que notre quotidien subit l'impact et mine de rien le poids de cette technologie. Combien d'entre vous ont vu leur qualité de sommeil diminuer depuis qu'ils ont un téléphone portable et des applications et des notifications dessus? On consulte de plus en plus son téléphone, même dans sa chambre à coucher, même au lit. Combien d'entre vous s'endorment en regardant une vidéo YouTube ou en ayant pour dernière activité de votre journée une consultation des réseaux sociaux, de vos mails ou de votre Facebook ou de votre Instagram pour voir si vos amis ont liké vos photos, si vous avez des commentaires sur votre vidéo YouTube, etc. Combien? Moi, si je ne me force pas à dormir avec mon téléphone dans une autre pièce, les rares soirs où je suis fatigué, où j'ai la faiblesse de m'autoriser une consultation comme ça, et généralement, alors même que je suis fatigué quand je me fous au lit à minuit, je peux passer jusqu'à 1h30 sur mon téléphone en me disant oh, allez, je regarde encore 5 minutes, oh tiens un post, oh tiens un réel stylé, oh tiens un post vraiment cool que je vais lire, etc. Et je me réveille et il est 1h30 du mat et je suis toujours scotché sur mon téléphone. Et généralement, c'est ma batterie qui coupe et qui me fait me rendre compte que ah bah ouais, j'ai passé 1h30 à faire de la merde alors que j'aurais pu profiter d'un sommeil réparateur alors même que j'en avais besoin. Combien d'entre vous, le matin, au moment même où leur réveil sonne, choquent
chopent leur téléphone portable, le déverrouillent, enlèvent éventuellement le mode avion ou le mode ne pas déranger et commencent directement à consulter leurs réseaux sociaux. Combien? Soyez honnêtes. Vous faites ça? Le drame de notre vie quotidienne, c'est aussi qu'on n'accepte plus de s'ennuyer, de simplement ne rien faire, de profiter d'un moment off, d'un moment de creux. Je pense que le pire cauchemar pour beaucoup d'entre nous, c'est d'arriver à la poste ou dans un relais colis et de voir qu'il y a 10 personnes devant vous et de devoir faire la queue pendant 15 minutes, de se dire bon ok, de sortir son téléphone portable de sa poche pour essayer de briser la monotonie horrible de ce moment, quasiment insoutenable, et là de se rendre compte que son portable coupe parce que vous n'avez plus de batterie et de devoir passer un quart d'heure ou 20 minutes à ne rien faire, simplement à attendre et à encaisser la morosité pourtant normale de notre quotidien. Le problème de cette technologie, c'est évidemment ce qu'elle nous offre, ce petit rush de dopamine gratuit et constamment alimenté par l'ingéniosité des développeurs des applications, notamment de la Silicon Valley. Cette technologie est addictive parce qu'elle est agréable. Constamment dans les moments où on se fait chier, où les choses sont un petit peu ennuyeuses ou banales, ou qu'on est pris dans le train-train et dans la routine de nos vies, eh ben, à portée de main, dans votre poche, vous avez à disposition ce petit outil qui va vous injecter et vous offrir des petits rushs, des petits cadeaux comme ça de dopamine hyper satisfaisante. Tout est plus sympa avec un smartphone. Tout est fait pour qu'on soit distrait et diverti en permanence. Si vous n'apprenez pas à vous défaire de ces notifications qui sont omniprésentes et de ces pastilles et de ces alertes, votre cerveau est constamment bombardé de signaux d'alarme qui ressemblent à des panneaux de signalisation, tout bonnement et simplement, à des feux stop, à des feux rouges et qui vous disent « Hey, par ici, par là, regarde ce qui se passe, etc. » C'est invivable. J'ai l'impression d'être dans Orange Mécanique, dans le passage où il est collé comme ça avec des espèces de d'écarteurs vaginaux pour pouvoir garder les yeux grands ouverts avec des gouttes humidifiantes et est obligé de consulter du contenu numérique comme ça, yeux grands ouverts pendant 15 heures. C'est horrible, c'est limite de la torture en vrai. La réalité atroce, et chacun peut en avoir une expérience extrêmement précise et palpable, c'est cette espèce de feedback kinesthésique qui s'impose à nous en permanence et qu'on connaît tous extrêmement bien, même si on a énormément de mal à la décrire. À l'intérieur de votre smartphone, vous avez des zones identifiées mentalement, des zones sur votre téléphone portable ou même des parcours et des mouvements de pouce ou des habitudes de mouvement et de manipulation qui vous font savoir qu'à certains endroits, vous allez trouver de la distraction, du plus, de la joie, du bonheur ou éventuellement de l'excitation. En vrai, c'est exactement comme les fois où vous vous retrouvez bêtement, comme ça, face à votre frigo et au bout de 10 secondes, vous dites « Putain, mais qu'est-ce que je fais là ?» sans avoir réellement conscience d'être venu jusqu'au frigo ou même d'avoir ouvert la porte parce que vous aviez même pas faim. L'habitude de vous réconforter avec de la nourriture vous a tout simplement fait aller vers un lieu où normalement vous avez accès directement et facilement à des solutions de réconfort. Le problème, c'est que ces comportements se greffent à d'autres comportements qui, eux, sont parfois nécessaires. Par exemple, vous recevez un coup de téléphone, vous téléphonez, blablabla, vous raccrochez. Qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous rangez votre téléphone portable ou vous dites « Ok, très bien ». Et vous reprenez le cours de votre vie, ou est-ce que machinalement, parce que vous êtes sur l'écran d'accueil de votre portable et que vous voyez éventuellement une notification sur la petite icône d'Instagram, sur Facebook, etc., bah vous allez cliquer dessus et aller voir un peu ce qui se passe. Moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je répondais à un message WhatsApp, machinalement, j'allais clac juste à côté, cliquer sur Instagram et voir mon feed vite fait pour voir si j'avais pas raté quelque chose de capital ou d'absolument incontournable. La réalité, je crois, c'est qu'on est face ici à un comportement réellement addictif, qui est parfois insidieux, qui est nuisible par définition, extrêmement insidieux et pas facilement contrôlable. Alors évidemment, le vice de tout ça, c'est que le smartphone, c'est un véritable outil absolument extraordinaire. Avec un téléphone portable de ce type, vous avez littéralement le monde à portée de main. Grâce à Internet, vous pouvez consulter absolument toutes les informations que vous le voulez beaucoup plus vite qu'en ouvrant une encyclopédie ou vous rendant dans n'importe quelle bibliothèque du monde. Vous avez accès à un GPS, vous avez accès à un appareil photo, une caméra vidéo, un dictaphone, vous avez accès à votre boîte mail, vous avez accès à un bloc-notes, à un agenda pour la prise de vos rendez-vous, vous avez accès à un ordinateur pour retoucher des photos ou éventuellement monter
monter de A à Z des vidéos, les produire et les poster sur l'ensemble des plateformes des réseaux sociaux. Vous avez accès, évidemment, à votre téléphone, à une salle de conférence. Vous pouvez faire des meetings Zoom avec votre seul smartphone. Professionnellement parlant, vous avez l'ensemble des fonctions qui sont nécessaires à pouvoir faire fonctionner une entreprise de A à Z. Et pour ma part, c'est exactement ce que je fais. Je suis capable de faire tourner mes boîtes et l'ensemble de mes projets professionnels quasiment uniquement avec un smartphone. C'est exceptionnel comme outil. Pareil pour les réseaux sociaux, en vrai, ça constitue un média et un canal extrêmement utile et qualitatif pour pouvoir communiquer de façon directe, sans filtre, immédiate, sans intermédiaire, sans délai, sans quoi que ce soit, tout ça directement à portée de main dans votre poche. Le problème qui s'impose à moi, en plus de tous les autres que j'ai déjà évoqués, c'est justement ce vice du « c'est mon travail ». La communication sur les réseaux sociaux, les échanges et les différents engagements que j'ai avec mes sponsors, avec les collaborations avec les marques avec lesquelles je travaille, au sein de mon équipe bayésienne aussi, avec mes différents associés, également avec mes élèves dans le cadre de mes formations, tout autant qu'auprès de ma communauté et des gens qui suivent mon travail en permanence. On a, et je parle probablement pour moi, mais je pense que infiniment de gens ressentent ça, une espèce de sensation de demande d'attention et de disponibilité constante à laquelle on doit se conformer pour être disponible pour l'ensemble de ces gens ou de ces différents groupes de gens ou de ces différentes communautés de façon permanente. Je me souviens de m'être excusé en 2017 publiquement en story parce que je ne pouvais plus répondre à l'ensemble de mes commentaires sur YouTube parce que j'avais matériellement plus le temps de le faire parce que j'en avais trop et que du coup j'avais l'impression de faillir à une espèce de devoir moral de disponibilité ou de proximité avec les gens et que j'étais pas bien parce que je pouvais plus le faire parce que j'avais matériellement plus le temps. Qu'est-ce qui se passe là ? Le côté extrêmement pernicieux de cette technologie qui s'impose à nous, c'est que ça exploite des biais et des penchants naturels de notre psychologie humaine en notre défaveur pour nous rendre complètement addicts à l'utilisation de ces outils. Traditionnellement, un individu qui est écarté du groupe social, de la cité ou de la tribu, qui est banni, est forcément soumis à lui-même et beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus en danger que s'il bénéficie des liens sociaux, de la protection et de l'entraide au sein du groupe, de sa communauté ou tout simplement de la famille. Et donc les réseaux sociaux et les smartphones jouent sur cette espèce de besoin primaire, voire primitif, de rester pour nous en permanence connectés parce qu'il y a cette espèce de cerveau archaïque qui au fond de nous dit attention, si t'es pas connecté avec les autres, si tu sais pas ce qui se passe, si t'es pas au courant, si t'es pas au jus, tu es en danger. En termes d'influence aussi, de e-réputation, en tant que producteur de contenu, on est en permanence stressé, moi dans une certaine mesure, et certains de mes amis et collègues encore bien davantage, et soumis à une angoisse latente vis-à-vis d'une faute ou d'une erreur qu'on aurait pu commettre et introduire dans un article, dans une vidéo qu'on aurait pu publier sur les réseaux, et on est hanté par cette espèce de putain, et si j'ai dit une connerie, et si c'est en train de faire un bad buzz, et si les réseaux sont en train de s'emballer et de devenir ouf parce que j'ai dit une énorme monstruosité ou qu'au montage j'ai pas vu, j'ai mis des photos de moi ou de ma vie privée ou de mon adresse ou j'ai laissé transparaître mon téléphone portable, etc. L'omniprésence de cette technologie dans nos vies au quotidien rend cette espèce de relation directe via écran interposé extrêmement stressante. Il y a une dérive psychologique que les sociologues en ce moment analysent extrêmement bien qui s'appelle le FOMO, the Fear of Missing Out. En français, la peur de manquer ou de passer à côté de quelque chose. Vous savez, c'est cette espèce d'impulsion naturelle et socialement construite évidemment qui nous invite forcément à aller consulter nos réseaux sociaux et ce qui se passe, même s'il se passe littéralement, dans 90% des cas, jamais rien d'intéressant, mais par peur de manquer un événement important, une potentielle alerte à une attaque terroriste juste à côté de chez vous, ou de façon plus prosaïque, la sortie d'une nouvelle technologie ou d'une nouvelle puce sur des ordinateurs Apple, ou d'un manque à gagner, d'une réduction ou d'un code promo qui fait que si vous passez à côté, votre vie va être moins sympa, moins excitante ou moins belle, ou parfois même encore, un truc qui rendrait la vie des autres plus belle et plus agréable et dont on ne pourrait pas bénéficier si on n'est pas au courant de ce qui se passe. Ce sentiment, on l'a tous au quotidien et en permanence parce que l'omniprésence des réseaux sociaux et des smartphones dans nos poches le cultive.
Il y a un truc qui est extrêmement pernicieux aussi pour les producteurs de contenu et dont les gens qui ne font que consommer des réseaux sociaux sans produire de contenu ne se rendent probablement jamais compte. Les différents algorithmes des plateformes et des réseaux sociaux vous mettent littéralement des bâtons dans les roues quand vous ne faites pas acte de présence et que vous n'êtes pas constamment disponible pour publier du contenu, faire des stories, poster des photos de vous ou poster des vidéos de façon fréquente et régulière sur l'ensemble de vos plateformes. Essayez de ne pas poster de story pendant 4 jours, revenez, vous verrez que vos nombres de vues en story et le nombre de consultations de votre page, de votre profil, etc. aura diminué de façon organique de 30%. Donc, on a une espèce d'incitation technologique permanente, implicite mais bien réelle, à être tout le temps sur le front, tout le temps sur le qui-vive et à tout le temps fournir et alimenter du contenu en permanence comme des oies qu'on gaverait de force pour les faire grossir davantage et plus vite, à publier du contenu à tire-larigot pour pouvoir exister ou rester dans l'espace mental des gens et continuer à avoir une réalité et à ce que les gens viennent consulter vos pages, viennent consulter vos profils, viennent regarder vos vidéos, etc. C'est extrêmement angoissant. À chaque arrêt, à chaque pause ou à chaque break dans la fréquence de publication, la baisse de la consultation des contenus introduit de façon mécanique une espèce de culpabilisation inconsciente mais bien réelle qui favorise grâce à cette espèce de boucle de rétroaction hyper négative la régularité du contenu et donc l'utilisation et l'addiction à cette technologie. Voilà ce qui constitue à mon sens les dérives principales et les sonnettes d'alarme que j'avais envie de tirer avec vous aujourd'hui. C'est capital de pouvoir en parler, mais je crois que c'est encore plus important parce qu'encore plus difficile de faire la lumière sur la réalité de sa pratique au quotidien et de se rendre compte de la façon dont on interagit avec cette technologie dans sa vie de tous les jours à soi. Pointer du doigt les pratiques des autres et ricaner quand on voit les gens limite se faire écraser dans la rue parce qu'ils sont le nez scotché sur leur portable, c'est facile. Mais se rendre compte à quel point on détériore la nature de son être et même la nature de ses interactions et de sa vie quotidienne à soi, c'est beaucoup plus compliqué. Du coup, j'aimerais soumettre à votre sagacité ou éventuellement à votre raisonnement ou tout simplement apporter à votre connaissance des solutions sur lesquelles j'ai réfléchi et que j'ai essayé d'implémenter petit à petit pour reprendre le contrôle de ma vie, de mon cerveau, de mon fonctionnement cognitif optimal et même de ma disponibilité et de mon espace mental aujourd'hui face à l'ensemble de ces problèmes. La première solution, c'est de supprimer absolument l'ensemble de vos notifications de A à Z. Ça me fait encore halluciner quand je vois le portable des gens s'allumer, vibrer et éventuellement même émettre un son à chaque fois que quelqu'un like une de leurs photos sur Instagram, sur Facebook, like un de leurs tweets sur Twitter, etc. Évidemment pour moi, avec des dizaines de milliers de personnes qui me suivent, c'est absolument inconcevable, mais j'ai fait le test une fois avec des potes pour rigoler et j'ai rebranché l'ensemble de mes notifications de l'ensemble de mes réseaux sociaux et mon portable se met littéralement à vibrer et à s'éclairer non-stop, tout simplement parce que sur l'ensemble de mes plateformes, il se passe plus d'une interaction avec un membre de ma communauté proche ou lointain toutes les secondes et que le portable se déplace sur la table tellement il se met à vibrer. C'est aberrant, mais dites-vous que votre portable le fait et si vous êtes soumis à cet écran et que vous ne débranchez pas ces notifications, votre cerveau va réagir exactement de la même façon. Expliquez-moi comment, bombardé par ces stimuli constants, vous allez pouvoir entretenir une conversation intéressante ou même accoucher d'un raisonnement structuré, intéressant et un tant soit peu pertinent. C'est impossible. Donc déjà, primo, débranchez l'ensemble des notifications et ne gardez éventuellement que celles qui comptent, c'est-à-dire votre téléphone, éventuellement votre WhatsApp si vous êtes arrivé à garder l'espace de votre WhatsApp uniquement destiné aux vrais besoins, à la famille et au travail, le reste étant forcément accessoire, mais faire le tri déjà dans la nature des besoins et des degrés d'urgence c'est difficile. Un autre truc qui peut potentiellement aider, c'est de passer d'un écran très éclairé, très attrayant à un écran en noir et blanc sur les iPhones. Tout simplement en appuyant 3 fois sur le bouton verrouillé ici, clac, et vous passez, c'est magique, un écran en noir et blanc. Alors forcément, c'est plus fade, forcément, c'est plus triste, forcément, c'est moins sympa, mais voilà, on a moins envie de cliquer sur ces applications, on distingue un peu moins ce qui se passe, on voit plus le rouge des pastilles d'alerte, des notifications potentielles si vous avez fait la connerie de les laisser, et donc on se dit qu'on a moins envie d'aller gratter et voir ce qui se passe, alors que quand on remet les couleurs en normal, là on voit des notifs et des messages, et il y a des gens qui nous demandent des trucs, et dans réglage, il y a peut-être un truc à optimiser, une nouvelle mise à jour, on passe peut-être à côté de quelque chose. Voilà. Le problème, c'est que moi, cette solution ne me suffit pas, parce que j'ai constamment besoin d'aller consulter des vidéos YouTube ou de voir des photos
photos et de voir si mes photos sont nettes, si elles sont au point, si ce que j'ai filmé est juste. Je suis constamment en train d'échanger avec mon graphiste par exemple qui me fait des propositions graphiques sur des miniatures de vidéos, sur des bannières, sur des vidéos YouTube, sur des miniatures, etc. Et donc j'ai besoin des couleurs et de ce feedback rétroactif. Et je me retrouvais quand j'utilisais cette technique à constamment repasser d'un écran en couleur à un écran en noir et blanc, puis ah bah tiens j'ai besoin d'aller modifier une photo ou voir un truc qu'un de mes graphistes m'a envoyé, ah boum je repasse à un écran couleur, etc. Et c'est au final pas très efficace. Une autre solution qui peut peut-être vous venir en aide, c'est la mise en place de limites d'utilisation d'app. Je sais que mon Instagram, mon Facebook et mon YouTube par exemple se verrouillent tous les jours au bout d'1 heure d'utilisation et que au bout de 45 minutes d'utilisation de ces plateformes-là, j'ai un rappel, attention plus de 15 minutes et dans 15 minutes vous ne pourrez plus les utiliser. Le problème c'est que ces barrières et ces restrictions elles sont contournables et que ce que je faisais généralement dans les journées où je me laissais aller sans contrôler mes consommations numériques, c'est que je passais 45 minutes à faire de la merde de façon machinale et à consulter mes réseaux et que quand je recevais cette première alerte, vous avez déjà consommé 45 minutes de réseaux sociaux tout au long de votre journée, et c'est là que je me rendais compte que ah merde j'ai un truc à poster ce soir ou ah merde j'ai une story super importante pour annoncer une vidéo YouTube ou il faut que j'aille sur YouTube pour modifier une vidéo, etc. Et au final j'en venais toujours à repousser constamment la restriction de l'application de 1h à 1h05 à 1h10 à 1h15 à 1h30 comme quelqu'un qui a pas envie de se lever et qui appuie sur le bouton snooze de son réveil en permanence. Donc potentiellement efficace, mais ça demande une autodiscipline qui est telle que finalement la solution me paraît un peu bancale. J'ai aussi essayé de changer les applications de place, notamment Instagram. Pendant un moment, j'avais mis Instagram dans une espèce de dossier dans mes applications, dans Voyage. Je me suis dit, je la trouverai moins facilement, donc j'aurai moins ce réflexe machinal d'aller cliquer dessus. Oui, certes, sauf que ça a pris 2 jours pour que mon cerveau se réhabitue au cheminement et au final, sans faire exprès et machinalement, j'allais dans l'onglet Voyage de mes applications et j'allais chercher Instagram comme ça, simplement parce que mon pouce et mon cerveau avaient compris où est-ce que la satisfaction qu'il avait d'habitude à portée de main se trouvait et comment est-ce qu'il pouvait y accéder malgré le déplacement de l'appli. Donc encore une fois, une mesure relativement cosmétique. Donc garder mon smartphone en permanence avec moi me paraît impossible pour me débarrasser de l'ensemble de ces inconvénients parce que malgré l'utilisation de ces petites techniques, je reviens toujours à un fonctionnement machinal ou à contourner l'ensemble de ces restrictions et je retombe dans mes travers et je retombe dans une consommation trop importante ou trop omniprésente de l'ensemble de ces réseaux et des choses que j'ai décrites précédemment. La seule solution donc en pratique plausible et réaliste, c'est de me débarrasser complètement et pour de bon de mon smartphone. D'opérer ce que pas mal d'influenceurs appellent une digital detox, littéralement un processus de désintoxication des pratiques digitales. Et la vérité, c'est que c'est en pratique très compliqué de se sevrer de l'utilisation du téléphone portable sur le long terme, de passer 3, 4, 5, 6, 7, 10 jours sans son téléphone portable. À moins de rattraper après coup le manquement lié à la non-utilisation de cette technologie. De rattraper les messages non répondus, les commentaires laissés en suspens, les demandes de partenariat, de collab, les offres commerciales. Rattraper le temps perdu et le contenu non consulté, les messages et les appels non répondus pour pouvoir être de nouveau à jour, être enfin à la page et répondre à cette espèce de besoin inhérent et hyper malsain de devoir savoir ce qui se passe. Le problème en pratique, c'est également que la vie quotidienne et la structure de notre quotidien a évolué de sorte qu'on a besoin d'être en contact avec nos proches. On est de plus en plus mobile, nos emplois du temps sont de moins en moins routiniers et donc nos comportements sont par définition de plus en plus imprévisibles. J'ai encore du mal à imaginer et à concevoir comment les gens pouvaient s'organiser et se donner rendez-vous dans des lieux ailleurs, loin de chez eux, loin de leur travail, pour se retrouver, pour faire du sport ou après le travail éventuellement, avant l'invention du téléphone et a fortiori du téléphone portable. Je pense que, comme je l'avais dit également dans une vidéo en 2017, la fiabilité devait être une valeur absolument cardinale sous peine de désorganisation massive de l'emploi du temps et du quotidien de tous. Virtuellement, je pense qu'il serait possible d'abandonner complètement mon smartphone, mais ça sous-entendrait avoir un ou une assistante qui filtrerait pour moi l'ensemble de mes messages, de mes appels, de mes commentaires, etc. et qui processerait toute cette espèce de matière et d'information, qui la trierait, qui la hiérarchiserait et qui éventuellement me ferait un compte-rendu ou un feedback quotidien, bi-quotidien, hebdomadaire pour me dire voilà ce qui se passe, voilà ce qui est important, voilà ce qui nécessite ton attention, éventuellement ton action ou tes prises de décision et qui pourrait peut-être me décharger de cette espèce d'omniprésence. Il y a des gens qui font ça, il y a des hommes d'affaires qui font ça et je pense que ça doit enlever un poids énorme et permettre
bah, mine de rien, de profiter d'une certaine liberté d'esprit et de réaccéder à la vraie nature des choses ou à une vraie créativité, etc. Mais même dans ce genre de situation, bah, c'est potentiellement le serpent qui se mord la queue parce qu'il faudrait quand même que je sois en contact, donc bah, par téléphone ou par message avec ce ou cette assistante pour qu'elle puisse me faire son retour, son rétex ou son feedback sur ce qui se passe dans l'ensemble de la gestion de mes affaires et de mes entreprises. À moins de me promener en permanence parce que je voyage beaucoup avec ce ou cette assistante, mais sans ça, en pratique, ça paraît extrêmement compliqué. La solution que j'ai décidé d'adopter et qui me permet d'être le middle ground, l'espèce de compromis idéal en ce moment, c'est de débrancher complètement, mais pas en permanence, sur un jour ou deux dans ma semaine à des moments où certes je ressens encore cette espèce de besoin débile d'être connecté, de savoir ce qui se passe, mais où objectivement je n'en ai pas la nécessité de façon professionnelle. C'est là que le choix du jour est extrêmement compliqué. La semaine, bah, c'est se tirer une balle dans le pied parce que du lundi au vendredi, je suis sollicité par mes associés, par les membres de mon équipe, par les gens avec qui je travaille, par les marques avec lesquelles je travaille, par l'ensemble des gens de ma communauté aussi, parce qu'il se passe des trucs et que c'est le moment où les gens travaillent et qu'ils ont besoin d'interagir avec vous pour l'avancement de l'ensemble de vos projets. Donc ça paraît difficile de se couper intégralement du monde comme si vous étiez pas disponible et que les gens ne pouvaient pas vous contacter. Ça met forcément entre parenthèses le développement de vos projets et l'avancée de vos envies. Ça peut donc être le week-end. Le problème, c'est que généralement le dimanche, j'ai une vidéo qui sort et que bah du coup ça nécessite une certaine dose de communication, des stories ou de mettre les gens au courant ou de teaser un peu ce qui se passe parce qu'on a envie que les contenus qu'on passe des heures et des heures à écrire, à produire, à filmer, à enregistrer, à monter, etc. bah fonctionnent et rencontrent l'audience et le succès qu'ils méritent plutôt que de tomber complètement dans l'oubli et de passer 15 heures par semaine à produire une vidéo qui va faire 1500 vues. Il reste le samedi. Ce qui peut théoriquement sur le papier paraître un jour relativement parfait, mais ce qui rend les choses aussi compliquées. Le samedi, c'est souvent le jour où on sort, où on voit des amis, où on organise des trucs, où on va faire du shopping, où on se balade, etc. Et donc ne pas avoir de smartphone pour ce genre d'occasion sociale, bah, c'est extrêmement handicapant aussi. La vérité, c'est que je ne sais pas quelle est la bonne solution. La solution qui vous permettra à vous de reprendre le contrôle de vos vies et de vous sauver. La solution intermédiaire que j'ai adoptée en ce moment, c'est ce téléphone-là. Tous les samedis, et c'est pour ça que vous ne me voyez pas faire de story depuis un mois maintenant, parce que ça fait un mois que j'ai décidé de passer à cette solution, et j'en suis plutôt satisfait, c'est de balancer ma carte SIM dans cette espèce de truc complètement archaïque et hors du temps, qui ne fait que appels et SMS, et de pouvoir profiter de l'intérêt d'avoir un téléphone sur soi pour pouvoir être joignable en cas d'extrême urgence. Allô, maman. Ça va ? Parce que c'est pas facile de lire un texto là-dessus. Ça permet de téléphoner comme si on était une espèce d'agent secret. La vie est belle, donc ça farte. Mais clairement, c'est ni confortable ni agréable. Et en même temps, de ne pas se faire happer par les dérives des smartphones et de l'omniprésence de la consultation de ces réseaux sociaux et de tout ce qui se passe via ce genre de plateforme-là. Le but, c'est de réapprendre à vivre, de réaccéder à sa vivacité d'esprit, à sa liberté, à un fonctionnement cognitif normal, à regarder un film pendant 1h30 sans avoir envie de mettre la main dans sa poche pour aller voir ce qui se passe sur Instagram, à avoir des conversations profondes et des interactions humaines avec des gens de la vie quotidienne et à pouvoir y éprouver du plaisir, à tout simplement vivre sa vie comme un être humain normal sans être obligé d'être alimenté en permanence par un flot d'informations inutiles pour se sentir exister. Mon objectif, c'est aussi de revenir à la vie d'avant. À la vie d'avant le stress permanent, de l'angoisse, de l'anxiété. Jamais j'aurais pensé être quelqu'un d'anxieux. Je pense que les réseaux sociaux et l'utilisation permanente du smartphone ont petit à petit fait de moi quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de stressé pour la bonne réalisation et la bonne avancée de ses entreprises, de la production de ses contenus, etc. Mais quelqu'un de stressé quand même. Je résiste extrêmement bien à une pression importante et momentanée, comme lors d'une compétition, comme lors d'une prise de parole en public, comme lors d'une épreuve qui, pour la plupart des gens, constitue un challenge. Mais la vérité, c'est que maintenant, je suis, comme tout le monde, soumis à cette espèce de stress insidieux et latent qui est imposé par l'omniprésence de cette technologie dans mon quotidien. En vérité, ces pseudo-obligations et ces pseudo-contraintes sont des règles et des obligations qu'on s'impose à soi-même. Meno, par exemple,
n'a pas de téléphone portable, alors que c'est la personne la plus productive, la plus travailleuse probablement et la plus efficace qu'il m'ait été donné d'observer. Alors qu'il fait exactement la même chose que moi, qui dirige une entreprise de taille extrêmement importante, qu'il coordonne des équipes sur 5 continents à la fois, qu'il a une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui suivent ses travaux, qu'il produit du contenu scientifique en permanence, qu'il voyage dans le monde entier et qui donne des conférences absolument tout le temps. Et pourtant, il n'a pas de téléphone portable parce qu'il arrive à vivre différemment, qu'il s'y est habitué et qu'il structure sa vie de façon à ne pas en avoir besoin. C'est donc que c'est possible. Mais la vérité, et j'ai honte de l'avouer, c'est que j'ai peur d'essayer. J'ai peur de voir ce que ça fait, de me séparer de mon téléphone portable et de couper court à l'utilisation de l'ensemble des réseaux sociaux. Déjà, la réalité, c'est que je peux pas, parce que je suis engagé contractuellement avec des marques qui font que je ne peux pas passer plus d'un mois sans publier une vidéo YouTube ou publier une photo sur Instagram, par exemple. Et que j'ai peur de voir mon business et mes entreprises s'écrouler si du jour au lendemain je disparais de la surface de la circulation et que les gens se demandent si je suis pas mort. Au quotidien, j'ai également peur de me séparer de ces technologies parce que la vérité, c'est comme vous, mon smartphone rend ma vie plus intéressante, plus stimulante, plus excitante parfois, moins triste, moins fade. Je suis un être humain comme les autres et dans les moments où je me sens un peu déprimé, un peu pas trop dans mon assiette, un peu seul, et me connecter à une espèce de réalité virtuelle, voir le sourire sur le visage de mes amis à l'autre bout du monde, ça me fait du bien. Et la vérité, la vraie, c'est que si je regarde les choses en face, au fond de moi, je préférais vraiment la personne que j'étais avant d'avoir constamment un smartphone à la main. Je crois que la solution, et le mot de la fin, c'est que l'ensemble de solutions vers lesquelles je vais tendre et des comportements que je vais essayer d'adopter, c'est de cloisonner davantage mes consommations, mes productions numériques et mes différentes activités. Plutôt que de tout faire sur son smartphone, en permanence et à n'importe quel moment de la journée et à n'importe quel endroit, rendre à chaque activité, en fonction de ses besoins, un lieu, un horaire et un type de comportement unique et bien spécifique. Ne pas consulter des dizaines et des dizaines de profils de story Instagram directement dans son plumard, mais consulter ses mails tous les matins entre 8h et 9h sur son ordinateur portable et ne faire que ça pendant 1 heure de temps plein uniquement. Utiliser mon téléphone portable debout sur le comptoir ou sur un bureau debout par exemple m'aide à être beaucoup plus concentré, présent et investi dans ce que je suis en train de faire. Peut-être parce que le fait d'être debout est plus coûteux et que du coup on a moins tendance à se prélasser et que la relative inactivité physique amenée par le confort très accueillant d'un canapé peut, je pense, faire dériver tout doucement vers une sorte d'inactivité et de paresse mentale et faire passer d'un moment qui est peut-être productif et professionnel à machinalement un moment où vous allez vous retrouver à consulter des stories et à mater des culs sur Instagram. Se consacrer dans sa journée un moment à regarder éventuellement un reportage, une série ou même des vidéos YouTube, mais à ne faire que ça et en étant concentré sur ce qu'on fait et ce qu'on consulte, permet, je pense, de conserver intact le plaisir de consulter du contenu de qualité et d'interagir activement en étant présent à ce qu'on fait avec pour pouvoir en retirer de l'ensemble des bienfaits. Pourquoi vous vous souvenez probablement davantage d'un film que vous voyez au cinéma plutôt que d'un film que vous voyez chez vous sur votre canapé? Parce que l'atmosphère, le fait d'être plongé dans le noir, le fait d'avoir interdiction d'utiliser son portable, vous rend captif et vous rend davantage disponible à ce qui se passe, aux événements, aux images, aux émotions. Téléphoner ou être impliqué dans un appel visio avec sa famille est une activité extrêmement différente que de devoir se lier à sa communauté ou aux gens qu'on suit ou à ses amis en allant regarder leur vie ou le best-of de leur vie, tout simplement en consultant leurs stories ou leurs photos sur Instagram. Téléphoner ou être impliqué dans un appel visio avec un ami ou avec un membre de sa famille permet d'être ancré dans le moment présent et bien plus disponible pour ce qui se passe que de regarder à moitié du coin de l'œil une série Netflix tout en échangeant des textos avec un membre de sa famille ou avec un de ses potes et en scrollant de façon très indifférente par ennui sur Instagram avec le peu d'espace disponible de cerveau qui nous reste. J'espère que cette vidéo va vous amener à réfléchir, à vous poser les bonnes questions. J'espère qu'elle est inutile et j'aimerais le croire, mais je suis persuadé du contraire. Et je sais que si je ressens profondément en moi le besoin de parler de ces phénomènes et de les pointer du doigt, c'est que tout le monde les ressent et que potentiellement, à des échelles peut-être différentes, mais tout le monde en est de près ou de loin victime tous les jours. Si vous pensez que ma vidéo a pu vous aider éventuellement à prendre conscience de tout ça ou à y voir plus clair, je vous en prie,
partagez-la avec des amis, avec vos proches ou avec vos potes à qui vous pensez que ça pourrait faire du bien. Parce que j'ai la conviction qu'il faut que ce message circule et qu'on se rende compte à quel point ces technologies nous ont petit à petit enfermés dans une réalité qui est totalement différente de la promesse initiale. Le but des réseaux sociaux et des smartphones n'était évidemment pas initialement de nous rendre dépendants de la technologie et de nous aveugler totalement de ce qui se passait. Je crois savoir que la devise de Nokia c'était « Connecting People ». Est-ce qu'on est vraiment connecté aux autres, à ce qui se passe, à la réalité du monde qui nous entoure, ou est-ce qu'on est tout simplement aveuglé par des écrans de fumée devant nos nez, par des écrans qui finalement n'améliorent pas la qualité de nos vies?